Grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen, députée de Vaucluse, présidente du groupe FN au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Bonjour Marion Maréchal Le Pen. Nous vous recevons à ce grand jury avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Christophe Jacobicine de LCI. Bonjour. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la question de savoir si vous croyez vraiment aux chances de Marine Le Pen, votre tante, d'être élue présidente de la République alors que tous les sondages montrent qu'il y a toujours un fort front du refus. Donc on va parler de tout ça avec vous. Mais tout d'abord l'actualité. Le journal du dimanche annonce ce matin que le parquet national financier pourrait, dès cette semaine, lancer une procédure, une information judiciaire, voire citer directement devant le tribunal François Fillon. Est-ce que vous trouvez souhaitable qu'on en arrive là ? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, le maintien de François Fillon pose un certain nombre de difficultés sur le plan démocratique, puisqu'elle nous empêche d'aller sur le fond des idées et de développer nos programmes respectifs, ce qui est assez ennuyeux. Je ne veux pas aller sur le fond de l'affaire, puisque François Fillon se défend comme il peut. Je ne veux pas présumer de la fictivité ou non de cet emploi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori, ce qui paraît le plus grave, au-delà de l'affaire du Penelope Gate, comme on l'appelle, c'est la question d'AXA. C'est la question qu'à travers du fait qu'à travers sa boîte de financement, de conseil, exactement, AXA ait été l'un des clients de François Fillon, et nous pouvons nous poser la question de savoir dans quelle mesure ce contrat commercial a pu influer sur le programme du candidat, en particulier sur la privatisation de la sécurité sociale, au profit évidemment à terme de groupes comme AXA. Donc ça m'apparaît peut-être encore plus grave, on va dire, que la question de l'emploi fictif de Madame Fillon. Je reviens juste à votre argument. Vous dites le maintien de François Fillon empêche de se prononcer sur le débat de fond dans la présidentielle. On pourrait dire la même chose de Marine Le Pen, puisque elle aussi, elle a cette affaire de remboursement demandé par l'Europe, de frais dépensés. Il n'y a pas de comparaison possible, et d'ailleurs on le constate au fait que les attaques qui sont faites à l'égard de Marine Le Pen n'ont pas du tout la même ampleur que celles faites à l'égard de François Fillon, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de suspicion d'enrichissement personnel dans l'affaire des assistants de Marine Le Pen, il n'y a pas de suspicion d'ailleurs d'emploi fictif, les gens ont vraiment travaillé. Il y a un débat entre le Parlement européen et Marine Le Pen sur le fait que des assistants puissent également être des militants politiques. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette enquête et ces accusations ne sont pas menées par une justice française indépendante avec un débat contradictoire, mais par l'OLAF, qui est un organisme dépendant du Parlement européen et dont on pourrait imaginer d'ailleurs que cela puisse être commandité par nos adversaires politiques au Parlement européen. Il y a d'autres affaires qui concernent le Front National, notamment le renvoi en correctionnel d'un certain nombre de responsables du Front National pour financement illégal de la campagne de 2012. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on voit que le Front National trouve tout à fait logique que certains politiques soient poursuivis par la justice, mais que quand ce sont les siens, ça n'est pas normal. Mais pas du tout, je vous ai pas dit qu'il était logique ou pas logique, et j'ai pas présumé d'ailleurs de la décision de la justice. D'ailleurs, je trouve assez désagréable aujourd'hui que notre démocratie finalement se résume de plus en plus au tribunal médiatique. Pardon, mais c'est quand même ça, parce que le tribunal médiatique condamne, parfois avec précipitation, il faut le constater, et ne réhabilite pas. C'est le cas avec François Fillon ? Ou peu. Non, mais je constate en tout cas. Oui, non, mais d'ailleurs François Fillon comme d'autres, et on pourra se poser d'ailleurs à terme à qui profite le crime, et on aura l'occasion d'en discuter. Ce qui est vrai en revanche, c'est que en ce qui concerne le Front National, je le rappelle, il n'y a pas de condamnation. Chaque fois, nos comptes de campagne ont été validés par la commission des comptes de campagne. Nous avons des arguments à avancer là-dessus. Donc nous sommes victimes malheureusement depuis des années. Et moi j'ai une totale confiance en Marine Le Pen sur ce cas d'une cabale, voilà, qui consiste à mettre en place l'adage calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et à partir du moment où vous êtes mis en examen et poursuivi, vous êtes déclaré d'office coupable. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. En ce qui concerne l'affaire de François Fillon, je pense que l'affaire a pris de l'ampleur parce qu'il n'a pas apporté véritablement d'arguments de fond. Voilà, forcé de le constater, et qu'à partir de là, ça a alimenté la suspicion. Mais vous souhaitez qu'il renonce ? Non, tout à l'heure vous disiez... C'est le problème de son camp. Voilà. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous avons un candidat qui, de fait, à tort ou à raison, est délégitimé, décrédibilisé, et que va se poser à un moment donné la question pour ce peuple de droite et cet électorat de savoir si, plutôt que d'avoir la possibilité terrifiante d'un nouveau candidat
d'un nouveau président de gauche à l'Élysée, il ne faudrait pas se tourner plutôt vers le fameux plan M dont je parlais la fois dernière, c'est-à-dire une candidate qui, sur les grands sujets de société, va répondre à leurs aspirations, contrairement à peut-être ce qu'ils peuvent entendre. M comme Marie n'est pas comme Marion, on est d'accord. Non, je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle, ça ne vous aura pas échappé. Puisque vous êtes juriste, l'argument de François Fillon qui est de dire que finalement, au nom de la séparation du pouvoir, de la liberté pour un parlementaire de vérifier l'effectivité du travail de ses collaborateurs, est-ce que vous pensez que cet argument est-ce qu'il vous parle, cet argument, le fait que la justice ne doit pas aller trop loin dans ses investigations contre... Vous êtes diplômé de droit public. Non, mais je pense, oui, mais je pense en effet qu'un certain nombre d'arguments de François Fillon ne sont pas totalement infondés. Je veux dire, qu'il y ait derrière peut-être une instrumentalisation de cette affaire sur des choses qui peuvent être d'ailleurs réelles, sur des accusations qui peuvent être réelles, ça m'apparaît aujourd'hui évident. D'accord, donc il y a les deux, il y a à la fois des faits réels et en même temps quelqu'un qui quelque part tire les ficelles. Il y a des suspicions légitimes et je pense qu'il y a des intérêts politiques derrière ça. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à la gravité de ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'affaire d'AXA. Voilà, ce qui n'enlève rien à ça. Mais il est évident aujourd'hui que nous avons un candidat qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est lancé comme la bouée de sauvetage dans le naufrage socialiste, qui bénéficie d'ailleurs du soutien quasi unanime d'un certain nombre de journalistes. Peut-être d'ailleurs devrions-nous y voir le lien entre le fait que Monsieur Macron ait permis le rachat des SFR par Monsieur Drahi. Monsieur Drahi, qui je rappelle est effectivement par Marine Le Pen. Oui, mais qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? On pourrait se poser la question. C'est-à-dire que quand Montebourg était au ministère, il a refusé ce rachat et du jour où Monsieur Macron est arrivé au ministère, il a permis ce rachat. Alors vous suggérez qu'il y a un renvoi d'ascenseur ? Moi, je pense qu'on pourrait se poser la question aujourd'hui de savoir des liens qui unissent en effet Monsieur Macron à ses grands patrons de presse. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que cet homme-là est crédité comme pouvant arriver au deuxième tour, et donc que la gauche, logiquement, a pour intention de fusiller, entre guillemets, tous ceux qui pourraient les empêcher d'accéder aux affaires. Attendez, est-ce que vous êtes en train de nous dire, là, il y a au sommet de l'État des gens qui instrumentalisent un peu le parquet national financier pour permettre à Emmanuel Macron d'être élu ? Moi, je pense que si vous ne l'imaginez pas, c'est que vous êtes bien naïf. Voilà, c'est que vous êtes bien naïf. D'ailleurs, il suffit de voir la célérité. Je ne sais pas qui précisément, mais enfin la célérité avec laquelle sont menées toutes ces affaires, ces enquêtes, avec quand même la démonstration qu'il y a probablement des intérêts derrière. Et nous serons probablement les prochains sur la liste, d'ailleurs, de façon totalement injustifiée, parce qu'on sait très bien que les affaires sont une façon de salir les politiques, de les empêtrer là-dedans et d'empêcher d'aller sur le fond. Mais là, vous donnez raison à François Fillon qui dit c'est une sorte de complot contre moi, instrumentalisé par le pouvoir. Oui, non, mais ça n'empêche pas de savoir raison garder. Je peux considérer que François Fillon est un adversaire politique à qui nous avons beaucoup de reproches politiques à faire. Nous pouvons considérer qu'il y a de vraies raisons d'avoir des suspicions sur la fictivité de l'emploi de sa femme. Nous pouvons attaquer sur l'affaire d'AXA, tout en disant qu'on peut s'étonner aussi de la célérité avec laquelle sont menées les affaires. Voilà, on n'est pas complètement naïf, on n'est pas complètement dupe. Mais ce à quoi je veux arriver là, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a un risque, oui, que la gauche revienne au pouvoir. Et ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron mènerait une politique radicalement différente que ce que la gauche a pu faire ces dernières années se trompent. Parce qu'on dit Emmanuel Macron n'a pas de programme. C'est vrai qu'il a un petit côté joueur de flûte d'Ameline. Là, il joue la flûte, tout le monde suit, c'est merveilleux. Mais il a en réalité un programme qui est très clair. C'est plus d'immigration. C'est l'apologie du multiculturalisme, c'est un candidat qui dit qu'il n'y a pas de culture française, c'est quelqu'un qui veut libéraliser totalement les services publics, qui veut libéraliser d'ailleurs de manière générale l'économie, qui c'est l'adversaire idéal pour vous du coup dans une présidentielle, non ? Qui est plutôt libertaire sur les questions sociétales type GPA, PMA, mariage homosexuel. C'est un véritable homme de gauche dans tout ce qu'il y a de plus terrifiant et de plus excessif. Voilà. En dressant le programme d'Emmanuel Macron, est-ce que vous vous dites ce serait plus dangereux que ce soit lui, président de la République, que François Fillon, par exemple ? Est-ce que vous les mettez dans le même sac, si je puis dire ? Bonnet blanc, blanc bonnet. Non, alors pas exactement de la même manière, puisque je pense que j'ai une expression assez simple sur la droite et la gauche. Je pense que il y a autant de différences entre la droite et la gauche aujourd'hui, entre les républicains et les socialistes, qu'entre un escalier et un ascenseur. C'est-à-dire qu'on y monte plus ou moins vite, mais finalement on arrive toujours au même étage. Il y en a un qui est plus fatigant que l'autre. Du chômage, de la dette, c'est vrai. Mais c'est vrai que la droite met peut-être plus de temps à mettre en place un certain nombre de mesures, notamment sur les questions sociétales, mais elle y arrive toujours de fait. Voilà. Donc je ne crois pas que le danger soit moindre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut se méfier terriblement de cet homme qui, sous couvert d'être jeune, avec sa barbe de 3 jours, d'être moderne, de soi-disant venir du privé. Il s'est rasé depuis longtemps. C'est vrai. Est un libéral libertaire dans ce qu'il y a de plus
plus dangereux. Alors, si je comprends bien, attendez, parce que François Fillon, au départ, vous avez dit, pour nous, c'est un adversaire dangereux, parce il y a des passerelles dans l'électorat, il peut nous prendre des électeurs sur un certain nombre de valeurs concernant la société, etc. Donc, ce que vous souhaitez, est-ce que c'est que François Fillon soit remplacé, par exemple, par Alain Juppé et Emmanuel Macron, de l'autre côté? Je vais pas me perdre dans les calculs politiciens, parce que moi, ce que je souhaite, c'est le meilleur candidat pour la France. Voilà, c'est pas de savoir quel va être le calcul cynique qui va être le plus avantageux pour le Front National. Ça m'intéresse pas du tout. Ce que j'ai dit en revanche sur François Fillon, et je pense que d'ailleurs le Front National a réussi à faire dégonfler un peu cette baudruche-là, c'est que nous avions un candidat, on va dire, tamponné comme souverainiste, conservateur et identitaire, et l'on s'est vite rendu compte, fort heureusement, que cette image était en large partie infondée. Voilà, parce que François Fillon n'a rien d'un souverainiste. Elle a un programme extrêmement faible en ce qui concerne la régulation et la limitation de l'immigration, ou même d'ailleurs de la lutte contre le terrorisme islamique. Quand il dit faire voter chaque année par le Parlement des quotas d'immigration, quand il dit il faut revoir les programmes d'histoire, je pense à ça pour l'identité, les faire faire par des académiciens, ça vous paraît pas aller dans le sens des idées que vous défendez? Non, mais tout n'est pas acheté à la poubelle, évidemment, mais je pense que la question des quotas est un mauvais sujet. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus au fond, et d'ailleurs il va plus loin que ça, parce que lui il veut constitutionnaliser le fait, ce qui est à mon avis un gadget, constitutionnaliser l'idée que l'immigration doit être en lien avec la capacité d'intégration du pays. Donc finalement on va remettre au Conseil constitutionnel, dont on connaît quand même les dérives, la possibilité de définir ce que devra être notre politique migratoire. En revanche, je tiens à le préciser, François Fillon n'est pas par exemple pour la suppression du regroupement familial, ou en tout cas sa restriction massive. Il n'est pas pour la suppression du droit du sol, il n'est pas pour restreindre considérablement les conditions du droit d'asile, il n'est pas pour retrouver nos frontières nationales. Bref, il n'est pas d'ailleurs non plus, je ne l'ai pas vu dans son programme, pour la restriction drastique des conditions d'accession à la nationalité française par naturalisation. Bref, il y a quand même, sur tous ces sujets majeurs qui participent de cette immigration de masse, j'ai pas vu de réponse en rupture avec ce qui a été fait par le passé. On reparle de l'immigration dans un instant, mais je voudrais vous poser une question d'actualité également sur les manifestations, les incidents après l'affaire Théo, après ce qui s'est passé à Aulnay. Est-ce que vous considérez qu'il faut mettre dans le même sac, dans le même panier, ceux qui provoquent ces incidents, ces manifestations, et l'ensemble des populations de ces quartiers? Non, ce serait absurde. En revanche, ce que je constate, c'est que le soutien à Théo et les manifestations de soutien à Théo telles qu'elles ont été présentées ont été le plus souvent prétexte à jeter l'opprobre sur toute une profession qui est celle des policiers et des gendarmes. Voilà. Et que je constate aujourd'hui que ces racailles, ces voyous, ces délinquants, appelez-les comme vous voulez, utilisent en fait ce qui semble aller vers un accident, d'après la police des polices, à savoir l'IGPN, pour la casser... justice ne dit pas ça pour l'instant. Enfin, oui, entre le juge d'instruction, on ne sait pas. Voilà, on verra. J'entends bien, mais j'ai aussi entendu le fait que, soi-disant, l'IGPN pourrait protéger sa profession. C'est quand même très mal connaître l'IGPN, puisque la police des polices, de manière générale, a plutôt un jugement extrêmement dur à l'égard de la police et à l'égard des dérapages. Mais le terme accident, vous employez quand même très fort. Un accident, ça veut dire quelque chose qui n'est pas intentionnel. C'est l'IGPN qui l'utilise. En tout cas, dans les conclusions, il semblerait qu'il n'y ait pas eu la volonté de violer. Voilà. Après, on verra ce que dit l'enquête. Et de toute façon, s'il y a eu mauvais comportement de la part de ces policiers, ils devront être sanctionnés. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, je suis très gênée par le fait que une grande partie de la classe politique, souvent d'ailleurs principalement de gauche, mais pas exclusivement, se soit précipité pour jeter l'opprobre sur toute une profession. Moi, j'ai même entendu une secrétaire d'État, avant même la moindre conclusion, ne serait-ce que de l'IGPN, dire oui, c'était un acte raciste. J'ai vu le président de la République, et c'est son droit, et pourquoi pas aller rendre visite à ce jeune homme, mais je ne l'ai pas vu au chevet des 300 policiers blessés au moment de la loi travail. Et je trouve ce deux poids, deux mesures absolument insupportable. Le fait d'aller au chevet de Théo, c'est peut-être aussi une manière d'essayer, quand on est président, d'apaiser un peu les tensions qu'il pouvait y avoir. Et par exemple, oui, très bien, mais alors quand des policiers sont brûlés dans leur voiture, ce serait très bien aussi qu'il aille leur rendre visite. Mais est-ce qu'il y a pas une attitude de responsabilité quand on est chef de l'État d'essayer effectivement de calmer le jeu? C'est-à-dire que vous avez vu Théo et sa famille aussi fait des appels au calme. Bien sûr, et la famille d'ailleurs c'est très bien tenu, le jeune homme aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, la preuve en est d'ailleurs au regard de l'attitude de la famille et de ce jeune homme, que ce soutien à Théo en fait est un prétexte à aller casser du flic, pour le dire vulgairement, dégrader un certain nombre
nombre de matériel public, et voilà, et s'amuser dans les rues en sachant pertinemment que le gouvernement... Est-ce qu'il n'est pas légitime que certains veuillent tout simplement manifester aussi leur désarroi, parce que on voit bien qu'entre la police et les jeunes de ces quartiers, il y a des problèmes récurrents et dont les policiers ne sont pas forcément responsables d'ailleurs, ni les jeunes non plus. Je peux vous dire on les place dans une situation où il y a une confrontation. Au quotidien, les policiers dans ces quartiers, je peux vous dire que leur attitude est vraiment exemplaire. Parce que la violence verbale et physique à laquelle ils sont confrontés est absolument insupportable. Et moi, je veux dire que je suis un peu lasse d'entendre les mêmes jeunes qui vont, au premier prétexte, aller casser, brûler des voitures, au risque d'ailleurs, je rappelle qu'une petite fille a failli mourir d'ailleurs dans ces incidents, être les premiers le lendemain devant les caméras de télévision à chouiner parce qu'ils sont victimes de stigmatisation et d'amalgame. C'est un jeune du quartier qui l'a sorti d'affaire. Ça devient. J'ai vu que c'était les CRS en l'occurrence, mais très bien. Et si c'est un jeune de quartier, ce serait une très bonne chose par ailleurs. Mais ça n'enlève pas à la gravité des faits. Et je trouve, si vous voulez, que cette politique de l'excuse, parce que les premiers arguments qu'on entend à chaque fois face à cela, c'est quoi ? C'est de dire oui, mais c'est la pauvreté, c'est le chômage. Donc finalement, c'est la faute de la société, c'est la faute de la France. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit même Emmanuel Macron après le 13 novembre. C'est la faute de la France. Et donc, il faudrait finalement régler tout ça par l'emploi. Oui, non mais d'accord, sauf qu'en fait, le véritable souci, c'est un problème de réponse pénale. Comment vous le réglez, vous ? Il y a plusieurs choses dans le programme de Marine Le Pen, effectivement, sur les quartiers, la police. Comment vous réglez cette confrontation qu'on constate entre la police et certains jeunes ? Le problème, c'est que c'est une carence dans la réponse pénale. C'est les interpellations qui sont insuffisantes, c'est les poursuites qui sont insuffisantes. Donc vous les mettez en prison plus systématiquement. Mais c'est la sanction, monsieur. C'est la crainte de la sanction. Aujourd'hui, il y a un sentiment, allez discuter avec les forces de l'ordre dans ces quartiers, il y a un sentiment d'impunité générale de la part de ces jeunes, comme on les appelle, qui sont souvent plutôt des hommes, disons-le, qui ont l'impression qu'ils peuvent tout casser et ne jamais être condamnés, ne jamais être poursuivis et ne jamais payer. Parce qu'il n'y a pas aussi le principe du casseur-payeur en France, au prétexte que tout le monde serait systématiquement insolvable. On pourrait aussi se pencher sur la possibilité... Mais les prisons sont déjà pleines. C'est pour ça qu'il faut en construire. Se poser sur la possibilité, par exemple, de priver d'aide sociale les personnes qui ont des dettes à rembourser parce qu'ils ont brisé du matériel public, ou les parents dont on constate qu'il y a eu une véritable carence éducative à l'égard de ces délinquants. C'est quand même inquiétant quand on voit la rapidité avec laquelle ces banlieues peuvent s'embraser. Quand vous dites avec le programme que vous avez, qui est assez radical en matière de sécurité, là elles vont être à feu et à sang, les banlieues, si vous êtes élu et si vous appliquez votre programme, non ? Non, mais je sais que la politique depuis des années consiste à acheter la paix sociale. Donc on sait que nous vivons sur des poudrières sur un certain nombre de parties du territoire, donc on fait tout pour pas embraser ces poudrières. Donc on dit même aux policiers, parce que c'est quand même ça la réalité, de ne pas entrer dans ces quartiers, de fermer les yeux sur un certain nombre de comportements, et notamment à l'égard des trafics de drogue, et on laisse la loi des caïds et des trafiquants de drogue tenir ces quartiers. Au détriment d'ailleurs, comme vous le disiez tout à l'heure, d'une grande partie des populations qui vivent là-bas, qui vivent dans la peur, et que la République a abandonné donc à la loi de ces quartiers, avec des jeunes qui gagnent parfois jusqu'à 3 000 € par mois, en roulant dans des belles Mercedes sans travailler. Eh bien, moi, je suis contre cela. Et donc, s'il faut avoir une politique de rupture qui soit, certes, dure et sévère, il va falloir un gouvernement fort, je pense qu'il est grand temps et que nous n'avons que trop attendu pour répondre, parce que nous ne pouvons pas vivre sous la crainte et la peur permanente de voir des territoires entiers s'embraser et mettre les villes à feu et à sang. Alors, vous êtes de foi catholique, vous ne le cachez pas, vous ne le dissimulez pas, et vous avez déclaré cette semaine, il ne faut pas, sur l'immigration, confondre la charité individuelle et la charité politique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous voulez un cours de catéchisme ? Non. Oh, c'est dimanche. Oui, c'est vrai. Non, mais j'étais sur une radio catholique. Voilà, donc je suis amenée à me positionner sur la question spirituelle. Et si vous voulez qu'on rentre dans le détail du catéchisme, très bien. J'ai expliqué simplement qu'il ne fallait pas, analyser la question de l'immigration uniquement au regard de la morale individuelle. Parce qu'en tant que catholique, nous sommes tenus à une charité individuelle qui n'est pas la même chose que la charité politique. Parce que l'État n'est pas une personne phizique, vous l'aurez constaté. Et donc aider des migrants en situation difficile, par exemple, c'est possible d'un point de vue Cédric Héroux. Ah oui, mais si vous voulez que j'aille au bout de mon cours de catéchisme, vous pouvez pas me couper. Non, Cédric Héroux, dans votre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il aide des migrants. Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'on doit le condamner ? Il viole la loi, c'est pas tout à fait pareil. Il le fait peut-être par charité chrétienne. Il viole la loi.
Non, mais ils violent la loi. Donc le délit de solidarité, ça c'est le joli mot accordé. Et les ONG qui aident les réfugiés, vous trouvez ça bien ? Si en revanche, il y a des personnes qui sont détentrices du droit d'asile, du titre de demandeur d'asile en toute légalité et que des personnes ont envie à ce titre de les héberger, bon, c'est libre à elles. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que la charité politique, lorsqu'on est un homme politique, on doit avoir en vue le bien commun. Voilà, le bien commun de sa société. Et je dois dire qu'aujourd'hui, l'immigration, dans les proportions où elle arrive sur le territoire français, les conséquences qu'elle a en matière sociale, économique ou sécuritaire sont telles que le bien commun veut que l'on régule cette immigration, tout simplement. Alors, vous dites, si quelqu'un se trouve dans une situation de demande d'asile et qu'on l'aide, très bien, avez-vous dit. Hein. Mais dans votre programme, ou dans le programme du FN, il est indiqué que la demande d'asile devra être formulée avant l'arrivée en France. Alors, quelqu'un qui est demandeur de l'asile et qui se trouve actuellement en France, on le renvoie dans son pays d'origine pour instruire le dossier, ou comment ça se passe ? Ça n'est pas, évidemment pas rétroactif, mais quel est l'objectif de cela ? Aujourd'hui, nous sommes face à un afflux massif de demandeurs d'asile. Le droit d'asile, aujourd'hui, est devenu en réalité une nouvelle filière d'immigration clandestine. Voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous avons des personnes qui rentrent illégalement sur le territoire français, qui sont incitées d'ailleurs souvent par les associations de gauche à déposer une demande d'asile. À partir de là, ils bénéficient d'un titre légal, ils sont logés, nourris, soignés aux frais du contribuable, leurs enfants sont dans les écoles publiques. Et ils ne doivent plus l'être, les enfants dans les écoles publiques. J'y reviens, je finis juste là-dessus. Et ils sont, donc traités ainsi le temps de la procédure qui peut aller jusqu'à 2 ans. Au bout de 2 ans, que se passe-t-il ? Plus de 70% d'entre eux n'obtiennent pas ce titre de réfugié. Donc ils sont restés et rentrés en France de manière indue. Et en réalité, in fine, moins de 5% de ces déboutés sont véritablement expulsés du territoire. Donc c'est évidemment un appel à immigrer en France absolument phénoménal. Donc le Front National, l'objectif, c'est de revenir à l'esprit de ce qu'était le droit d'asile, qui n'est pas le droit collectif d'une population d'un pays en guerre à venir en France, d'une part, parce que sinon ce serait 250 millions de personnes qui seraient éligibles, et qui n'est pas non plus un moyen détourné pour une immigration économique de venir en France. Et donc d'en restreindre les critères déjà d'admission, et d'autre part d'éviter l'immigration clandestine sur le territoire français, parce qu'on sait qu'une fois que les gens sont rentrés, c'est très compliqué de les renvoyer chez eux. Et donc d'inviter ces personnes qui veulent faire une demande de droit d'asile, de le faire dans leur pays d'origine ou dans les pays voisins, auprès d'une ambassade française, afin que leur dossier puisse être étudié en amont. C'est pas rétroactif, mais les prochains migrants qui arriveront sur notre territoire via la mer, par exemple, et qui demanderont le droit d'asile, vous les renvoyez chez eux pour qu'ils puissent faire une demande, c'est ça ? Déjà, le terme migrant est un terme fourre-tout. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. S'il s'avère que ce sont des clandestins, oui, évidemment, ils vont être renvoyés chez eux. Alors, on nous oppose souvent le fait que oui, mais c'est très compliqué de renvoyer des gens chez eux parce qu'il faut un titre administratif du pays d'origine, ce qui est vrai, et que très souvent, les pays font de la résistance pour donner ce titre. Et vous avez raison. Néanmoins, on pourrait aussi, à un moment donné, s'accorder un certain nombre de moyens de pression à l'égard de ces pays d'origine. Je veux dire, on octroie des visas aux ressortissants de ces pays d'origine. On pourrait à un moment donné dire « Ah, vous refusez de récupérer chez vous vos compatriotes qui sont entrés illégalement chez nous, eh bien nous allons suspendre par exemple l'octroi de visas pour vos ressortissants, ou nous allons vous priver des aides au développement que nous vous versons généreusement. » Et on a le sentiment que tout le monde finalement se satisfait de cet état d'impuissance au lieu d'utiliser les vrais leviers d'action politique pour finalement mettre fin à ce scandale qui veut que les pays d'origine refusent de récupérer leurs ressortissants. Il y a un sondage publié hier qui a été fait dans l'ensemble de l'Europe qui montre que plus de la moitié des Européens, 55% exactement, et une majorité assez forte de Français, 61%, seraient favorables à la mesure Trump, c'est-à-dire la suspension de l'immigration venant de pays musulmans. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous considérez que c'est dangereux, sachant que cette mesure-là, elle ne figure pas dans les 144 propositions de Marine déjà, Le Pen. Ce n'est pas un décret qui interdit les ressortissants de pays musulmans. Pour 3 mois de venant de 7 pays. Quel est le pays musulman le plus important au monde ? C'est l'Indonésie. Les Indonésiens ne sont pas interdits de séjour aux États-Unis. Le décret de Trump, qui a été appelé Muslim Ban par les adversaires de Donald Trump, précisément pour créer la confusion, est un décret qui vise 7 pays, dont la Libye, la Syrie, l'Irak, temporairement, les ressortissants de ces pays, au regard du risque terroriste. Je reviens juste à ce sondage, parce que c'était là-dessus que je vous interrogeais. Lui, la question, vous avez raison, précisons-le, c'est sur faut-il suspendre l'immigration venant de pays musulmans ? Et les Français répondent majoritairement oui. Et je dis, et nous n'avons pas dans notre programme cette mesure pour l'instant, mais nous ne nous interdisons pas
éventuellement, en cas de risque terrorique majeur dont nous pourrions être informés par nos renseignements, par exemple, de suspendre temporairement l'arrivée sur le territoire de ressortissants de certains pays à risque. Voilà. Et c'est pas une question de religion, c'est pas viser les pays musulmans en soi, c'est viser les pays dont nous savons qu'ils sont des pépinières de terroristes. Et la Libye, malheureusement, la Syrie, malheureusement, en font partie. Quand même, Marine Le Pen prend beaucoup d'exemples sur Donald Trump, non pas pour dire qu'elle va appliquer exactement la même politique que lui, mais pour dire, voyez bien, finalement, pourquoi moi je ne pourrais pas créer la surprise en France comme Donald Trump aux États-Unis. Mais vous êtes rassuré par les premières semaines de Donald Trump aux États-Unis? C'est l'agitation partout, des manifestations, la justice dit ce président est en dehors de la légalité. Oui, alors c'est assez amusant parce qu'en effet, tout le monde s'offusque que Donald Trump applique le programme sur lequel il a été élu. Je sais que c'est assez surprenant dans le monde. Ça peut aussi vous arriver, du coup. Non, mais bien sûr. Non, mais enfin, je veux dire, Donald Trump est un candidat qui a été élu par le peuple contre les élites. Donc il n'est pas complètement absurde qu'une fois arrivé aux affaires, ces élites, et en particulier ce qu'on appelle l'État profond, fassent tout pour le mettre en difficulté. En l'occurrence, sont des juges fédéraux. Là. Oui, d'ailleurs, il fait un recours contre cela, et on verra ce que ça donne à terme. Mais je veux dire, ce décret, il l'avait promis pendant sa campagne, donc il n'est pas, donc absurde. On ne va pas avoir l'agitation en France si Marine Le Pen... Je vais vous dire franchement, moi je suis pas une groupie de Donald Trump. Je dis simplement que nous l'avions soutenu à l'époque parce que sa politique internationale allait dans le sens des intérêts français. Et nous disons aujourd'hui que c'est un candidat qui défend en partie la vision que nous avons de l'économie sur le patriotisme économique. Voilà. Et donc à ce titre, en effet, psychologiquement, ces succès politiques en matière économique sont pour nous un exemple en France, pour un certain nombre de Français qui pourraient douter de l'efficacité de ce genre de mesures. 30 secondes. Vous venez de le dire, et c'est vrai, on voit que Donald Trump est parfois empêché dans ses décisions par une superstructure de l'État, les juges fédéraux. Est-ce que vous, si vous arrivez au pouvoir, vous avez prévu, tout à l'heure, vous avez parlé des dérives du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faudrait réformer notre Constitution pour que le pouvoir politique puisse s'affirmer par rapport... Alors 20 secondes, il est évident que nous allons subir des oppositions, et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen fait le choix en grande partie d'utiliser le référendum comme outil principal et souhaite mettre en place un référendum d'initiative populaire qui permettrait à 500 000 citoyens de se saisir d'une question afin précisément de contourner tous les obstacles de l'État profond, du gouvernement des juges ou même de certaines catégories de population avec des intérêts à défendre. Bravo, vous avez tenu les 20 secondes. Merci on beaucoup. marque une coupure pour les informations de 13h et on se retrouve ensuite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marion Maréchal Le Pen, députée de Vaucluse, présidente du groupe FN au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle. Marion Maréchal Le Pen, avant de parler du programme économique du Front National, on va parler quelques instants de vous. Lorsque Marine Le Pen est venue dans cette émission, c'était au mois de décembre dernier, vous étiez en plein conflit avec Florian Philippot, et Marine Le Pen ici avait dit il faut que cette chicaya s'arrête sur des sujets lunaires. Vous avez accepté qu'elle vous tape sur les doigts, autant d'ailleurs qu'à Florian Philippot? Je pense que c'est une mauvaise approche des choses. Pour revenir sur ce qui s'était passé, en fait, il y avait une actualité parlementaire sur laquelle je m'étais prononcée et j'ai défendu à cette occasion ce qui était ma position. Et j'ai pris acte, par ailleurs, du fait... Sur l'IVG, on le rappelle. Oui, en l'occurrence, c'était sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Je rappelle d'ailleurs ma position, puisque je suis l'objet de beaucoup de caricatures, et au Front National, d'ailleurs, de manière générale, nous ne sommes pas pour l'interdiction, évidemment, de l'avortement, encore moins l'interdiction de son accès. J'ai simplement parlé à cette époque-là de la question d'un grand débat de santé publique autour du nombre d'IVG qui ne baissait pas en France et sur la question de la remise en cause du remboursement à 100% et de façon illimitée de tous les avortements en France. Voilà, au prétexte de la responsabilisation de la femme, sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même le savoir, l'échographie... tous les avortements, ça veut dire qu'il y aurait des exceptions dans le remboursement à 100%? Non, pas du tout. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le remboursement intégral et illimité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avorter 2, 3, 4 fois et à chaque fois être remboursé. Et d'ailleurs, il faut savoir aujourd'hui que, par exemple, l'échographie d'une femme qui souhaite avorter est mieux remboursée que l'échographie d'une femme qui souhaite garder son enfant, pour vous dire jusqu'à l'aberration on arrive. Bref, et donc Marine Le Pen a fait le choix de ne pas mettre ce débat et ce sujet dans son programme, parce que c'est vrai. Elle a dit sujet lunaire.
objectivement, c'est pas un sujet de préoccupation majeure des Français, je vous l'accorde. Les Français aujourd'hui, ils se demandent comment ils vont finir les fins de mois, comment ils vont pouvoir éduquer correctement leurs enfants et les préserver de l'insécurité. On parle dans ce programme, par exemple, de la loi Taubira, dont le Marine Le Pen explique qu'elle veut le remettre en cause, donc on aurait pu aussi parler de l'IVG. Oui, est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de mention de ce sujet dans le programme ? Ce qui est vrai, et ce que je concède volontiers pour en avoir été moi-même la victime au moment des régionales, c'est que c'est un sujet qui suscite l'hystérie collective. Voilà. Que c'est un tabou absolu, que le seul fait de vouloir en parler implique immédiatement derrière toutes les caricatures et tous les outrages à votre égard. Et donc je comprends, alors qu'elle souhaite rassembler les Français, de ne pas vouloir mettre ce sujet sur la table. Ce qui n'empêche pas demain, dans le cadre, pourquoi pas, d'un référendum d'initiative populaire ou dans le cadre d'un débat. Non, pas nécessairement. Il faut évidemment que ce soit quelque chose qui rassemble et dont on ait véritablement la volonté de façon majoritaire de mettre ce sujet-là, pourquoi pas, sur la table, en parler. On peut aussi en parler. On est dans une démocratie mature. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des sujets tabous aujourd'hui. Mais est-ce que, dans le fond, dernièrement, à l'Assemblée nationale, vous avez été d'ailleurs très culotté, si je peux me permettre, en disant « Je suis un accident qui se porte bien ». Ou qui se vit bien, parce que, votre père biologique ne vous a pas élevé, c'est un autre monsieur qui a pris le relais, et finalement, votre histoire est une belle histoire, d'ailleurs, parce que c'est une réussite. Mais ça se passe pas comme ça pour tous les enfants. Est-ce que vous considérez, et j'aimerais que vous nous disiez comment vous voyez le statut de la femme dans la société. Je me suis permis cette impudeur, j'y ai beaucoup réfléchi, parce qu'elle était de notoriété publique, je l'ai dit d'ailleurs, suite à la déclaration de la présidente de la commission, qui s'était permis de dire que c'était insupportable pour les enfants qui étaient des accidents, de s'entendre dire qu'ils étaient des accidents, suggérant qu'il eût mieux valu qu'ils fussent avortés. Ce que je trouvais incroyable, pour vous dire un peu l'extrémisme qui anime ces femmes sur le sujet. Moi, le sujet que j'ai voulu mettre sur la table, vous avez raison de le dire, ce sont des cas très intimes. C'est pourquoi d'ailleurs le Front National ne souhaite pas revenir sur la légalité et l'accès à l'avortement, parce qu'on ne peut pas se substituer à une décision aussi intime que celle-là. Surtout pour les femmes. Absolument. En revanche, on peut quand même s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, 47% des femmes avortent pour des raisons économiques. Vous trouvez qu'il y en a trop d'avortements ? Non, mais 47%. Non, mais est-ce que pour vous, est-ce que vous êtes choqué ? Est-ce que non, mais moi je suis choquée que autant de que femmes des femmes ne puissent pas garder leur enfant à peu près 200 000 par pour an, des raisons économiques. Uniquement pour des raisons économiques. 47%. Mais vous pensez que c'est uniquement pour des raisons économiques qu'elles ne gardent pas leurs enfants, celles qui avortent ? Non, pas exclusivement. Je viens de vous dire que les sondages qui ont été réalisés sur le sujet, qui sont des sondages de grands instituts, je crois que c'est l'IFOP, celui auquel je me réfère, révèlent que à peu près 47%, ce qui est quand même pas négligeable, le font pour des raisons économiques. Est-ce qu'à un moment donné, l'État pourrait pas aussi se pencher sur ces cas particuliers ? Est-ce que l'État pourrait pas aussi accompagner financièrement des associations qui précisément accompagnent ces femmes, les aident psychologiquement, administrativement à affronter ces situations pour qu'elles puissent avoir le bonheur de pouvoir garder cet enfant, c'est tout. Quand on a aujourd'hui 200 000 avortements par an, que ce chiffre n'a pas diminué alors que la contraception s'est largement démocratisée, qu'elle est maintenant accessible, efficace, est-ce qu'on peut avoir un débat là-dessus, c'est tout. D'accord, mais en disant tout ça, d'ailleurs, à Laurence Rossignol, vous lui avez dit, vous êtes une obsédée, vous êtes la honte du combat des femmes, vous êtes des féministes, vous êtes obsédée par la répartition du temps de vaisselle dans le couple. Oui. Quel est comment vous voyez le rôle de la femme dans la société ? Alors, est-ce que vous êtes féministe ? Pourquoi j'ai dit ça ? Alors, le problème, c'est que le féminisme aujourd'hui est très connoté à gauche. Moi, je suis une femme, donc j'aime autant défendre les intérêts qui sont les miens, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai voulu dire, en fait, à travers cette intervention ? C'est que j'ai le sentiment aujourd'hui que le féminisme de gauche est un féminisme qui est à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est une forme de volonté de l'État socialiste de s'immiscer dans le lit entre l'homme et la femme, quoi. C'est-à-dire que on va être obsédé par la couleur du cartable, par le sexisme de la grammaire. Il faut absolument dire madame la députée, non pas le député, parce que sinon c'est sexiste. On va en effet... on vous a annoncé comme la députée, vous avez repris en off le député. Je reprends ce que dit l'Académie française. Bon. Et on va par exemple, une réforme très symptomatique, je veux dire la réforme menée sur le congé parental, qui fait qu'aujourd'hui une femme, si elle souhaite, un couple, s'il souhaite bénéficier de l'intégralité du congé parental, va obligatoirement devoir le répartir égalitairement entre l'homme et la femme. Mais enfin, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça les enjeux principaux qui touchent à la condition féminine ? Non, aujourd'hui, les vraies menaces qui pèsent sur la femme, c'est plutôt la précarité salariale. Ça, c'est une réalité. Des femmes et des familles monoparentales, souvent, et le plus souvent constituées de femmes d'ailleurs, de mamans,
Et l'autre chose, c'est l'avancée aujourd'hui de la charia, de la loi islamique sur une partie des territoires français qui font que les droits les plus élémentaires sont aujourd'hui bafoués pour un certain nombre de femmes dans ces territoires, dans l'indifférence générale, parce que aujourd'hui, il y a une forme d'aveuglement ou de complicité électorale sous la forme de l'islamo-gauchisme. C'est ça, en fait. Alors justement, dans les propositions de Marine Le Pen, il y a cette proposition de mettre, au nom du droit des femmes, quelque part presque l'interdiction du voile dans la Constitution. En tout cas, il est écrit que ça ferait partie de ce qu'on écrirait. Ah non, pas dans la Constitution. Non. C'est une loi qui est une loi qui veut étendre la loi de 2004, donc l'interdiction des signes ostensibles à l'école, à l'ensemble du domaine public. Et vous voyez les policiers aller dans certains quartiers dire « Madame, vous ne pouvez pas porter le voile ». Je veux dire, si les policiers peuvent contrôler les automobilistes pour le port de la ceinture, je pense qu'ils pourraient le faire également. Il y a quartier et quartier. Alors, oui, on revient au sujet de tout à l'heure d'ailleurs. Oui, mais vous les voyez vraiment faire appliquer cette loi ? Les moyens et la protection aux policiers nécessaires précisément pour remettre de l'ordre dans ces quartiers. Quel est l'objectif de cette loi ? Nous sommes face aujourd'hui à une offensive de l'islam politique en France, dont le voile est l'une des manifestations les plus insidieuses d'une certaine manière, puisqu'elle a la volonté de marquer la différence avec la culture française. Moi, je l'ai rappelé d'ailleurs dans l'émission de la fois dernière, je viens d'un territoire qui connaît une immigration musulmane depuis longtemps maintenant, et vous revenez 30 ans en arrière, il n'y avait pas de femmes voilées. Voilà. Ces immigrés devenus après français étaient musulmans, mais ne cherchaient pas à marquer leurs différences culturelles à travers ces signes ostensibles. Aujourd'hui, dans Vaucluse, il y a des gamines de 12 ans et 13 ans qui sont voilées. Je ne suis pas sûre par ailleurs qu'elles le soient forcément de façon volontaire et pas sous la pression de la communauté. Et c'est vrai que face à cette volonté de l'islam politique d'avancer, eh bien, en effet, Marine Le Pen a fait le choix d'une loi forte qui dise maintenant, ça suffit. Même si ce loi doit exiger de la part, par exemple, de nos compatriotes juifs, en effet, de devoir eux aussi se plier à cette loi. Mais encore une fois, est-ce que vraiment, la loi, très bien, elle est votée, ok, mais pour le mettre en application, vous voyez le nombre de policiers qu'il faudra mettre en œuvre. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais l'idée aujourd'hui, c'est de rendre la vie impossible aux radicaux. Voilà. Et à ceux parmi les minorités les plus radicales qui sont prosélytes et qui mettent la pression sur les communautés. Alors ça passe pas uniquement par cette loi, hein. Ça passe aussi par le fait de couper tous les financements, par le fait de fermer les mosquées les plus radicales, d'expulser les imams radicaux, d'interdire les financements étrangers de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, par la dissolution par exemple de l'UOIF, cette branche des frères musulmans en France, par la dissolution de toutes les associations qui créent un réseau sportif, culturel, et qui sont des vecteurs de radicalisation. Mais ça passe aussi par le signal fort de dire maintenant, ça suffit, vous êtes en France. En France, nous avons une culture des mœurs. Alors, il n'y a pas de raison que vous cherchiez politiquement à mettre en place une forme de colonisation visuelle à travers des marqueurs religieux qui sont une provocation. On va passer au programme économique. Christophe Jacobissine. Oui, parce que le programme économique qui a donc été validé par Marine Le Pen, est-ce que vous l'avez voté avec les deux mains ou est-ce que vous avez un peu toussé ? Le maintien des 35 heures, le retour de la retraite à 60 ans, le maintien de l'impôt sur la fortune, la baisse de l'impôt sur le revenu, mais seulement sur les 3 premières tranches. Est-ce que c'est un programme économique qui est le vôtre ? Je vais être un peu plus précise que vous ne l'êtes, puisque... c'est tout ça que j'ai repris dans le programme. Oui, mais alors en l'occurrence, vous ne citez pas tout, puisque sur les 35 heures, il y a évidemment la possibilité de renégocier par branche la durée légale du travail. Oui, mais 37 heures payées 37, 39 heures payées 39, j'ai tout lu. Évidemment, la réévaluation salariale qui va avec l'augmentation du temps de travail, ce qui paraît quand même la moindre des choses, mais il n'a pas eu la volonté de remettre radicalement en cause les 35 heures parce que ça pourrait désorganiser beaucoup de branches et que par exemple, tous les domaines n'ont pas nécessairement besoin de passer aux 37 heures ou aux 39 heures. Mais moi, je l'ai lu aussi, votre programme, c'est la proposition 63, les 35 heures, et il est dit, effectivement, on pourra renégocier par branche, mais pas dans les entreprises. Pourquoi ne laissez-vous pas la liberté aux entreprises de décider de leur temps de travail si la majorité des syndicats sont d'accord ? Parce que le but, en réalité, n'est pas de créer une concurrence à l'intérieur même des filières. Le problème, c'est que si vous avez des entreprises qui votent ça au détriment d'autres dans la même branche, vous risquez d'avoir maintenant une concurrence extrêmement dure qui va pousser de plus en plus, évidemment, au moins-disant social pour être le plus... C'est du Mélenchon copier-coller, ça. Non, je ne crois pas du tout, parce que je ne suis pas du tout
sûr. Par ailleurs, je suis pas du tout sûr que Mélenchon propose la renégociation des 35 heures par branche. Je suis pas sûr qu'il qu'il propose une baisse. Non, mais le fait que ça se passe pas dans les entreprises. Une baisse des charges sociales sur les entreprises. Je suis pas sûr qu'il propose une baisse de l'impôt sur les sociétés. Je suis pas sûr qu'il facilite la transmission des entreprises par une exonération totale de charges sur la cession des plus-values. Je parlais précisément de la non-négociation dans les entreprises plutôt que. Mais d'accord, mais enfin, si Jean-Luc Mélenchon dit qu'il aime le vert, je vais pas vous dire demain que j'aime pas le vert parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit. En tout cas, il y a un autre point du programme où là vous êtes d'accord avec lui, c'est la retraite à 60 ans, puisque vous êtes les deux, vous, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont les deux candidats qui proposent le retour de la retraite à 60 ans, mais vous n'êtes pas interpellé par le fait qu'aucun pays développé n'a plus la retraite à 60 ans, que l'espérance de vie augmente, tous ces arguments, vous les connaissez. C'est un peu plus nuancé que cela, puisqu'en fait, c'est la possibilité accordée de prendre son régime à taux plein à 60 ans, si l'on a donc eu ces 40 annuités pleines. Oui, il n'y en a pas, c'est de moins en moins fréquent. Et c'est précisément ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, la plupart, l'immense majorité même des personnes ne pourront pas prendre leur taux plein de retraite à 60 ans et 40 annuités. Pourquoi l'annoncer et le proposer alors ? Non, mais nous le proposons parce qu'en l'occurrence, dire retraite à 60 ans si de facto vous savez personne. Mais parce que en fait, nous considérons qu'il y a d'abord, avant de demander d'exiger des efforts supplémentaires aux Français, d'autres marges d'économie à avoir. Et donc, de fait, la plupart des personnes avec ce système-là partiront à la retraite vers 63, voire même 65 ans. Ce qui serait toujours moins pire que ce qui est proposé par nos adversaires, avec parfois des retraites qui pourraient monter jusqu'à 67 ans. En revanche, ça n'empêche pas de se poser la question des régimes spéciaux. Parce que c'est vrai qu'il y a là un vrai sujet, avec des régimes dont les avantages aujourd'hui ne se justifient plus toujours, qui sont structurellement déficitaires. Donc on a ignoré les régimes spéciaux sur le régime général. Oui, ou en tout cas les réformer pour un certain nombre d'entre eux, pourquoi pas les supprimer pour un certain nombre d'entre eux. L'alignement des régimes spéciaux. Oui, enfin très 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 à la marge quand même au regard de ce qui devrait être fait. Vous avez qui en tête là vous avez vous avez la RATP, vous avez la SNCF, vous avez EDF, vous avez GDF, vous avez la police aussi. Beaucoup de régimes. La police, ça peut aussi se justifier. Ça veut dire que même si vous avez un policier qui ne peut plus aller sur le terrain au regard de ce que peut impliquer le métier de policier, vous pouvez avoir quelques années supplémentaires dans un cadre de fonctions plutôt administratives qui peuvent se justifier. Mais aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec des régimes structurellement déficitaires, payés par les contribuables français, qui déjà eux-mêmes ont du mal à subvenir à leurs besoins. Florian Philippot est tout à fait d'accord avec ça, ce que vous êtes en train de dire. Vous lui poserez la question. Non, mais je sais pas, parce que on avait le sentiment qu'il y avait un petit désaccord. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dès 2012, le lissage des régimes spéciaux. Donc au Front National, on a quand même conscience que c'est une chose sur laquelle il va falloir s'attarder. Par ailleurs, nous considérons qu'avant de demander des efforts supplémentaires aux Français, il va falloir demander des efforts, faire des efforts sur d'autres domaines, en particulier la question de l'immigration, où nous avons chiffré le plus à la baisse possible les économies que nous pourrions faire, qui vont déjà de l'ordre de 10 à 15 milliards. Et est-ce que vous avez envisagé une révision du régime de retraite des parlementaires ? Mais moi je suis tout à fait pour. Et je pense d'ailleurs qu'il faudrait supprimer ce régime, il faudrait que les élus soient alignés sur le régime général, parce que les élus doivent montrer l'exemple précisément dans cette grande réforme que nous devons faire. Autre proposition du programme, la baisse de 5% immédiat du tarif de gaz et d'électricité. Juste, c'est super, mais qui paye ? C'est super, c'est déjà bien que... Non, mais pour les Français, j'imagine, on leur dit vous allez payer 5% moins de gaz et d'électricité, tant mieux, mais il faut quand même que quelqu'un paye derrière. Vous savez qu'il y a énormément de marge d'économie dans notre programme, en réalité, puisque mais là, c'est deux entreprises, EDF, GDF, vous leur baissez leur chiffre d'affaires de 5%, il y a bien quelqu'un derrière qui paye, non ? Pour parler des économies que nous souhaitons faire, par exemple, le Front National souhaite modifier l'organisation territoriale de la France. C'est-à-dire que nous souhaitons supprimer les conseils régionaux et les intercommunalités. C'était la question, c'est sur l'électricité, le gaz. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, moi je vous parle d'économie générale. C'est l'État qui va compenser. Oui, non, mais d'accord, mais si l'État... Je sais pas, je la question, c'est l'État qui compense ou pas ? Ça paraît évident que s'il y a une baisse, il va falloir par ailleurs la compenser. Mais nous faisons... Donc c'est l'État qui fait un chèque de 5% du chiffre d'affaires à EDF et GDF. Mais nous faisons des choix. Et nous faisons des choix d'économie en parallèle qui sont extrêmement importants et qui nous permettront précisément parce que l'idée, en fait, c'est de permettre de retrouver du pouvoir d'achat pour les Français. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet majeur aujourd'hui en France. Donc oui, les efforts que nous faisons pour les Français, nous les faisons à leur bénéfice en faisant des économies par ailleurs dans d'autres domaines. Proposition numéro 35, rétablissement d'une monnaie nationale. Bon, dit comme ça a l'air tout simple. Les conséquences sont énormes. Alors, effectivement, Marine Le Pen a expliqué qu'on rembourserait notre dette en francs et non plus en euros et que ce serait pas grave. Mais je crois que rien que l'État emprunte chaque année 200 milliards d'euros supplémentaires. Mais
Si il n'y a plus la garantie de l'euro, les taux d'intérêt vont augmenter et on va être vite être étranglé. Oui, enfin, si vous voulez, la plupart des pays dans le monde, si ce n'est l'immense majorité, ont leur monnaie nationale et pour autant arrivent à emprunter. Et si à côté de ça, vous avez... Parce que on a tendance, avec la question de la sortie de l'euro, de ne se concentrer que sur, entre guillemets, les effets négatifs. Mais on peut aussi y voir les effets positifs et qui vont être quasi immédiats, notamment sur la compétitivité de nos entreprises. Il y a un an, vous étiez plus... Les effets négatifs l'emportaient dans votre raisonnement. Non, je vais revenir là-dessus. Je pense que si vous avez un pays qui retrouve des marges de compétitivité, avec par ailleurs les réformes économiques en matière fiscale dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez un pays qui arrive à faire des économies structurelles, notamment sur l'Union européenne, puisque je vous le rappelle, la France, chaque année, verse à perte entre 8 et 9 milliards d'euros à l'Union européenne. Et que vous avez un cercle vertueux qui se remet en place. Croyez-moi, les créanciers avec une économie qui fonctionne, ils vont pas avoir... Mais pas immédiatement. Ça, ce sont les effets de long terme qu'on espérerait tous s'ils s'étaient mis en place. Mais ce serait immédiat, la montée des taux d'intérêt. Très bien, mais enfin, excusez-moi, mais le Royaume-Uni, en l'occurrence, a sa propre monnaie. Et j'ai pas le sentiment... Elle n'a jamais été dans l'euro, donc les gens n'étaient pas surpris. Oui, d'accord, mais j'ai pas le sentiment que ce soit un pays, si vous voulez, qui ait des difficultés majeures de ce point de vue-là à emprunter. Sur ces sujets-là, vous avez été philippoisé. C'est un magicien. Non, j'ai pas été philippoisé. Le débat que nous avions eu sur la question de l'euro au moment du séminaire, tiens, on y revient, c'était de dire, et je le pense sincèrement, et tout le monde le pense en fait, c'est que l'euro n'est pas le seul problème de l'économie française. C'est un problème majeur, mais c'est pas le seul problème. Et c'est la grande inquiétude de votre programme quand même. Oui, mais bien sûr, mais enfin, vous savez, l'immigration il y a 30 ans, c'était la grande inquiétude de notre programme aussi. Voilà, ça nous a pas empêché, à terme, de convaincre les gens. Marion Maréchal Le Pen, vous n'étiez pas né à l'époque, donc vous n'avez pas vécu ce qui s'est passé en 1983, quand la France a dû prendre des mesures drastiques pour compenser la catastrophe qui était née de sa décision de mener une politique économique qui était totalement différente de celle du reste du continent. On a eu le droit au contrôle d'échange, au fait qu'on ne pouvait plus retirer de l'argent comme on le voulait, etc., etc. Un taux d'inflation énorme, des dévaluations constantes du franc. C'est ça que vous nous proposez ? Et malheureusement, la dévaluation n'a pas permis d'améliorer la situation économique. Je vous signale, oui, enfin, si vous nous faites le parallèle avec le programme socialiste qui avait mis en place à l'époque, pardonnez-moi, mais enfin, c'est pas quand même tout à fait le programme du Front National, loin de là. C'était la dernière fois qu'on avait dévalué, c'est pour ça que je me permettais la comparaison. Au regard de la parité, de la parité euro-dollar qui a lieu aujourd'hui, il n'y aura pas d'évaluation immédiate en l'état actuel, puisque l'euro a été dévalué de 30% sur ces derniers mois, et donc pour l'instant, ça n'est pas une monnaie excessivement forte. Donc il n'y aura pas d'évaluation. Le tout est de pouvoir retrouver la possibilité d'évaluer, sachant que la dévaluation en soi, c'est pas l'objectif idéologique et la fin en soi. L'objectif, c'est évidemment, à un moment donné où notre compétitivité est mise à mal à l'export, de pouvoir jouer sur cette monnaie, mais l'objectif, c'est que l'économie se porte bien et donc aussi que la monnaie derrière remonte. Donc vouloir faire de la dévaluation l'obsession idéologique, c'est pas du tout le débat. Le tout, c'est de retrouver une liberté, parce qu'aujourd'hui, dans la monnaie euro telle que nous la connaissons, nous sommes les victimes et la Grèce en a fait les frais d'ailleurs, les victimes de chantage politique et économique majeur de la part de l'Union européenne, qui, si nous arrivons demain aux affaires, nous empêcheront clairement de mettre en œuvre notre programme, en particulier sur la question économique. Mais prenez l'exemple de la Grèce. La Grèce ne veut pas sortir de l'euro. Les gouvernements qui se sont succédés, même ceux qui avaient promis de le faire, d'ailleurs, finalement, restent dans la zone euro en disant nous aurions plus à perdre qu'à gagner. Oui, parce qu'on leur laisse pas le choix. Parce que pour le coup, en plus, à côté de ça, disons-le franchement, la Grèce est dans un état d'économie structurelle qui n'a rien de comparable avec la France. Je veux dire, il faut quand même le dire, et que surtout, on les a menacés clairement. Voilà, on les a menacés en leur disant que si jamais ils souhaitaient sortir de l'euro, eh bien on les mettrait au banc des nations et au banc de l'Union européenne. La même chose ne nous arrivera pas ? Non, je ne crois pas du tout, parce que je pense que la France est quand même la 5e puissance économique du monde, que nous avons un savoir-faire quand même qui est demandé, qui est réclamé par le reste de l'Europe. Mais vous êtes sûr que nos produits ne seraient pas taxés si nous taxons à l'entrée l'importation de produits allemands? C'est notre premier partenaire commercial, l'Allemagne. Évidemment, on aura droit à la mesure de rétorsion immédiate. Nos produits seront taxés. Quels sont les objectifs ? L'objectif, alors moi je veux bien qu'on continue de faire l'apologie du libre-échange total et de la disparition des frontières économiques, mais enfin le bilan de cela, qui est un bilan d'ailleurs propre à l'Union européenne, puisque l'Union européenne est une anomalie en termes économiques de ce point de vue-là. Toutes les grandes puissances et les États-Unis en sont la démonstration. On en sortira de l'Union européenne, pas seulement de l'euro, c'est ça ? De toute façon, les deux sont liés. Les traités ne permettent pas de sortir de l'Union européenne sans sortir de l'euro. L'idée, c'est de mettre fin au cycle infernal de la désindustrialisation française. Voilà. Et donc, pour mettre fin à cela, il n'y a pas 36 solutions. Alors, soit on aligne nos salaires sur la Chine
et on effondre notre système social. Et dans ce cas-là, oui, c'est sûr, on pourra être compétitif. Soit on fait le choix de préserver quand même un mode de vie à la française avec ses avantages, même si on doit réformer certaines choses. Mais en parallèle de cela, on assure une protection et à minima, et c'est dans le programme du Front National, la réciprocité entre les pays sur les normes sociales, sanitaires, environnementales des produits qui vont être demain importés en France pour éviter de créer une concurrence extrêmement déloyale. Ce retour des nations partout, les États-Unis, la Grande-Bretagne, peut-être la France demain, il n'y a pas un risque à un moment donné de confrontation, c'est-à-dire que ce qu'on avait réussi avec l'Europe, c'est 70 années de paix. Si chacun défend ses propres intérêts, est-ce que le risque, c'est pas celui d'une confrontation ? On a eu ça dans les Balkans il y a 20 ans, déjà, vous savez, Ukraine-Russie aujourd'hui. Vous savez, l'argument de la paix, moi j'entends que soi-disant la nation serait vecteur de guerre, mais déjà c'est les impérialismes qui ont été à l'origine des grandes guerres, dont on a pu les connaître, donc je ne crois pas que ce soit comparable d'une part, et d'autre part, je veux dire, moi je trouve que c'est un argument extrêmement léger, parce qu'on nous dit oui, l'Union européenne nous a apporté la paix, enfin elle nous a aussi apporté le chômage, la précarité, le terrorisme, l'insécurité du multiculturalisme, donc moi je veux bien que l'idée européenne continue de séduire, et d'ailleurs nous ne renonçons pas à une idée européenne. Nous ne sommes pas pour une Europe des coopérations autour de grands projets sécuritaires, aérospatiaux. Nous voulons simplement que ce ne soit plus la commission non élue qui décide de notre destin. 30 secondes. Une question d'auditeur qui va permettre de tester votre sens de l'humour. À Lyon, vous avez beaucoup fait rire la salle en dénonçant la bande Déon, oui, Macron, Hamon, Mélenchon, Fillon. Et vous appelez Marion. Bah oui, mais c'est mon prénom, pas mon nom de famille, donc ça compte pas. Bon, d'accord. Très bien. Merci Marion Maréchal Le Pen. C'était votre grand jury qui sera retransmis à 18h30 sur l'antenne de LCI. Bon après-midi à tous.